Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de percer le mystère du plagiat en musique. Alors le plagiat en musique c'est un petit peu comme tricher au bac ou faire le Tour de France chargé comme une mule. Personne n'a envie d'être pris avec la main dans le pot de confiture, sous peine de voir sa carrière partir aux chiottes. Alors arrêtons-nous un instant pour savoir comment naît un morceau de musique. Alors bien sûr, je ne vous parle pas des mecs qui ont fait le conservatoire et qui sont capables d'écrire la musique comme vous rédigez votre liste de courses. Je vous parle de gars comme vous et moi, qui ont appris la musique en jouant sur d'autres disques et qui seraient bien incapables de lire la moindre partition. Comment vient un morceau de musique? Premier cas, vous êtes là, vous bidouillez sur votre guitare ou sur votre piano ou tout autre instrument et là, c'est l'accident. Vous découvrez un accord, une suite de notes qui vous paraissent, on va dire... C'est l'accident magnifique et qui mérite d'être développé. Parfois, ces erreurs ou ces accidents sont enregistrés. Par exemple, dans le morceau Cannonball des Breeders, clairement, lors des deux premières mesures, la bassiste se trompe d'une case. Eh bien, ils ont décidé de garder cette erreur. Deuxième cas, comment on fait un morceau de musique? Le truc qui vous trotte dans la tête. Et là, je dis attention. Alors bien sûr, nos amis du métal chrétien vous diront que ce truc qui trotte dans la tête est d'inspiration divine et que c'est directement Dieu qui leur parle ou autre chose. Car il faut savoir que nous autres musiciens, notre cerveau n'est pas câblé comme le cerveau d'autrui. Par exemple, votre mère vous dit « Range ta chambre » ou votre petit ami vous dit « Pense aller chercher du pain ce soir en rentrant ». Et là, vous le mettez dans un coin de votre tête et ça ressort un jour ou pas. Et bien pour la musique, c'est pareil. Tous les musiciens, même les plus grands, se méfient des trucs qui leur trottent dans la tête. Par exemple, vous connaissez ce morceau des Beatles « Yesterday ». Eh bien pendant des mois, ce morceau s'est appelé « Scrambled Eggs ». Pourquoi? Paul McCartney était sûr, en faisant ce morceau, que c'était un plagiat de quelque chose qu'il avait déjà entendu. Ce ne sera qu'au bout de plusieurs mois de recherches longues et fastidieuses auprès de tous les éditeurs anglais que finalement Paul McCartney se laissera convaincre que ce morceau n'est autre que de lui. Dès lors, son ode au petit déjeuner anglais, Scrambled Eggs, brouillé en français, deviendra le morceau à succès que l'on connaît. Oui mais voilà, tous les Beatles n'auront pas cette même chance. En 1970, George Harrison, soit un quart des Beatles, sort cette chanson My Sweet Lord, un tube gnangnan et dégoulinant à souhait. Sauf que voilà, le titre présente des ressemblances troublantes avec le tube du groupe féminin américain The Chiffon, le morceau He's So Fine. He's so fine. Pris la main dans le sac, George Harrison déclarera un petit peu à la manière de Richard Virenque qu'il avait fait du plagiat à l'insu de son plein gré, donc sûrement une histoire de ranger sa chambre ou de penser aller chercher du pain. Mais voilà, dans l'histoire de la musique, il existe aussi des histoires de plagiat éhontées, soit à peu près une bonne partie de la discographie de Led Zeppelin. Alors on est bien d'accord, Led Zeppelin sont des interprètes de génie, des musiciens extraordinaires, mais qui ont un petit peu la fâcheuse tendance de s'approprier des morceaux qui ne sont pas à eux. Je vous ai fait un petit florilège et je vous laisse juger. So long, it's not true. I'll be in shoes, but I'd just like to know. Give me a clue as to where I am at. Got yarning and I got money. Woman, you need love. Alors ensuite vient le plagiat que je qualifierais de plagiat banania. Alors le plagiat banania, qu'est-ce que c'est? C'est un plagiat colonialiste qui consiste pour des artistes et le plus souvent des producteurs occidentaux d'aller piquer dans des pays du tiers-monde des morceaux qu'ils vont s'approprier. Toi, il y en a à avoir bonne chanson, moi, il y en a à faire un tube avec, mais toi, habiter dans un pays où il n'y a pas le téléphone. Alors moi, comme pas connaître ton adresse, moi, oublié de te mettre sur la feuille de la SACEM.
Alors le cas le plus célèbre est sans doute ce tube propulsé par TF1 et la marque de soda Orangina et chanté par Kaoma. Je veux bien sûr parler de la Lambada. C'est en fait un vilain pompage d'un groupe bolivien, Los Carjas ou Los Carjos quoi, bref, de toute façon ils n'ont pas le téléphone. Alors attendez, il n'y a pas que les tubes pourris de TF1, vous connaissez sûrement cet album de Michael Jackson, Thriller, l'album le plus vendu au monde. Alors au moment d'enregistrer cette petite ritournelle aux accents africains, toute l'équipe de production de Michael Jackson est persuadée qu'il s'agit là d'un air traditionnel qui appartient à tout le monde et donc à personne. Sauf que voilà, c'est la repompée exacte d'un morceau du saxophoniste Manu Dibango, le morceau Soul Makassa. Alors attendez, c'est pas fini, puisque des années plus tard, Rihanna, voulant faire hommage à Michael Jackson, a repris texto ce passage de Manu Dibango. Parler d'un karma. Alors évidemment, j'aurais pu vous parler d'autres cas intéressants. Il s'agissait de l'autoplagiat, des gars qui ne connaissent que 4 accords, qui les répètent à l'envi à longueur d'album. Alors tenez par exemple le chanteur français Grégoire. Mais oui, ce chanteur français Grégoire, vous savez, le mec avec sa mine d'oncologue qui va vous annoncer que vous avez un cancer en phase terminale. Alors, en même temps, c'est pas étonnant, puisque ce gars est signé sur My Major Company, boîte de production qui appartient au fils de Jean-Jacques Goldman. Alors Jean-Jacques Goldman, parlons-en, c'est le gars qui n'hésite pas à refourguer ses 4 accords préférés, qui a Raled, qui a Céline Dion, qui a je ne sais qui. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, je sais ce que vous allez me dire mais attends, c'est la même avec les Ramones, c'est la même avec AC/DC, c'est la même avec Motorhead. T'as l'impression que c'est toujours le même morceau. Non mais franchement, vous croyez que j'ai une tête? Non mais vous croyez vraiment que je vais m'attaquer au patron? Non mais attendez là, on touche pas aux icônes. Non mais on n'est pas là pour parler de ça. Moi là je veux pas de problème. Hein. Maintenant parlons du sampling. Est-ce du plagiat ou de la recréation? Alors faut savoir que dans l'histoire du sampling, le gars qui a été le plus samplé, c'est James Brown. Sauf que voilà, le parrain de la soul n'a jamais attaqué qui que ce soit pour avoir pompé largement son répertoire. En revanche, vous connaissez sûrement ce groupe anglais The Verve. Fait chaud, hein? Ce groupe anglais The Verve, avec leur morceau au titre cruellement prémonitoire, A Bittersweet Symphony. Il faut savoir que cette mélodie de violon ralenti est un sample d'un morceau des Rolling Stones qui s'appelle The Last Time. Dans les années 60, les managers peu scrupuleux jalousaient les ventes colossales de leurs petits protégés. Et donc le manager de l'époque des Rolling Stones, qu'il soit responsable ou pas des arrangements, signait systématiquement de son nom pour percevoir des pourcentages sur les ventes de disques. Et donc au niveau de la loi, cette mélodie samplée par The Verve appartient au manager des Stones. Andrew Oldham, puisque c'est son nom, poursuivra le groupe The Verve pour cet emprunt musical. Ce scandale judiciaire sonnera à la fin du groupe une symphonie douce amère s'il en est. Malgré tout, souvenez-vous que la musique occidentale ne comporte que 12 notes et que parfois la foudre peut tomber 2 fois au même endroit. J'en veux pour preuve cette ressemblance troublante du morceau Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart avec une chanson du chanteur brésilien George Ben. Pour finir sur une note un petit peu positive, il faut savoir que traduit en justice, Rod Stewart décidera de verser l'intégralité de ses royalties de ce méga tube à l'UNICEF. Alors, je crois que nous avons réussi à percer le mystère du plagiat en musique. C'est en fait des gars qui ont soit trop d'inspiration ou pas assez. Je vous laisse méditer sur cette phrase de Proudhon, la propriété, c'est le vol, mais ça, c'est une autre histoire.